Parce que mes parents, et on va dire qu'ils étaient, enfin, je sais pas si ça leur, enfin, Mes chers amis, regardons les choses en face. Aujourd'hui, nous ne commentons pas un simple fait divers de la presse à scandale. Nous analysons un séisme culturel majeur qui ébranle les fondations mêmes du divertissement français. Au cœur de cette déflagration, une prise de parole est venue tout changer, brisant les codes de la diplomatie corporatiste, celle d'Anne Roumanoff. Une femme de lettres, diplômée de Sciences Po, dont la rigueur intellectuelle et la droiture morale excluent d'office tout opportunisme médiatique. Face à la déferlante d'accusations graves qui ciblent Patrick Bruel, l'humoriste préféré des Français a choisi de rompre le silence de la plus terrible des manières en prononçant cette phrase définitive: c'est une réalité atroce. Mais Ted Lardwis intégrait bien le poids clinique de ce constat. Anne Roumanoff ne fait pas dans l'hyperbole théâtrale. Elle décrit un choc systémique, une dissonance cognitive totale. D'un côté, l'image publique de Patrick Bruel, l'incarnation absolue de l'élégance, le gendre idéal, l'artiste d'une courtoisie irréprochable que nous avons vu évoluer pendant 30 ans sur les plateaux de télévision. De l'autre, la nature des procédures et des témoignages officiels qui s'accumulent désormais sous l'autorité de la justice. Pour notre génération, celle des plus de 50 ans, cette fracture est profondément douloureuse. Elle nous force à une introspection rigoureuse, à admettre que notre admiration collective a pu générer des zones d'ombre. Lorsque Anne Roumanoff avoue avoir été profondément choquée, incapable de concilier ces deux réalités opposées, elle ne parle pas seulement en son nom. Elle verbalise le vertige d'un public tout entier qui réalise, avec effroi, qu'une partie de ses souvenirs a été construite sur une illusion de perfection. Pourquoi une figure aussi installée et habituellement prudente de l'industrie a-t-elle choisi de s'exposer ainsi en première ligne ? Parce que le temps de la complaisance est révolu. Ce que cette crise met en lumière, ce n'est pas le simple dérapage d'un individu, c'est le procès d'une époque qui a confondu le magnétisme de la gloire avec l'immunité morale. Un système complexe où l'autorité symbolique d'une immense star a suffi, pendant des décennies, à paralyser le doute et à maintenir une chape de plomb. Pour comprendre la profondeur de ce bouleversement historique et la portée exacte des mots d'Anne Roumanoff, il nous faut impérativement désosser le mythe à la racine. Comment ce costume d'homme idéal et intouchable a-t-il été si parfaitement taillé pour captiver la France entière ? C'est ce que nous allons analyser dès maintenant. Plongeons ensemble dans les années 90. Pour mesurer l'ampleur du choc actuel, il faut se souvenir de ce que représentait ce que les sociologues ont appelé à l'époque la Bruelmania. Ce n'était pas un simple succès commercial, c'était une hégémonie culturelle absolue, une ferveur collective qui balayait tout sur son passage. Patrick Bruel incarnait à lui seul le romantisme à la française, un regard ténébreux, une guitare en bandoulière et surtout une courtoisie sans faille sur tous les grands plateaux de télévision. Il était l'homme idéal en qui la France entière avait placé sa confiance. Cette figure disposait d'un pouvoir symbolique immense. Et c'est précisément là que se noue le nœud psychologique du problème. À cette époque, le prisme social à travers lequel nous analysions les comportements masculins était radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Ce que nous regardons désormais avec une rigueur morale et juridique stricte était alors banalisé, voire romancé. On invoquait facilement le tempérament artistique, le charme français ou la séduction naturelle pour excuser les frontières floues. Le costume de Don Juan n'était pas une critique, c'était une couronne. C'est le point central du témoignage d'Anne Roumanoff. Elle-même, qui a partagé tant d'espace professionnel avec lui, notamment en l'accueillant sur Europe 1, a confirmé ce point aveugle historique. À l'époque, il passait pour un Don Juan, on n'imaginait pas des choses comme ça. Cette affirmation est cruciale. Elle prouve que même au sein de l'industrie du spectacle, là où les rumeurs naissent et circulent le plus vite, l'image publique de l'artiste était si puissante qu'elle agissait comme un pare-feu absolu, neutralisant d'office le doute. Ce masque d'or n'était pas seulement entretenu par l'artiste lui-même, il était nourri par un système médiatique global qui avait besoin de protéger ses icônes pour préserver le rêve du public. Face à une telle autorité symbolique, la parole de ceux qui n'avaient
pas de pouvoir n'avait aucune chance d'être entendue ou prise au sérieux. L'asymétrie était totale. Pourtant, en 2026, alors que le rideau de velours se déchire et que les plaintes officielles éclatent, une autre rumeur surgit, insidieuse, remettant en cause l'intégrité de tout le milieu artistique. On commence à murmurer cette phrase assassine. En réalité, tout le monde savait depuis longtemps. Une accusation d'omerta et de complaisance qu'Anne Roumanoff a décidé d'affronter de front, nous menant ainsi au cœur d'une bataille psychologique intense entre la vérité et les faux-semblants des coulisses. C'est la formule magique qui accompagne inévitablement chaque effondrement médiatique. Une petite phrase, presque cynique, que l'on entend murmurer sur les réseaux sociaux et dans les salons parisiens, tout le monde savait. C'est une affirmation paresseuse, un raccourci rétroactif qui permet à la société de se donner l'illusion d'une lucidité tardive. Mais c'est précisément contre ce révisionnisme de comptoir qu'Anne Roumanoff a choisi de dresser un barrage intellectuel d'une clarté absolue. Dans ses déclarations, elle refuse catégoriquement d'entendre ceux qui prétendent que le milieu artistique était complice par son silence. Elle s'oppose à cette idée reçue avec une fermeté remarquable. Pourquoi cette mise au point est-elle si cruciale pour comprendre l'affaire ? Parce que prétendre que tout le monde savait, c'est diluer la responsabilité individuelle dans une culpabilité collective. C'est accuser tout un système pour finalement n'en condamner aucun. La réalité psychologique qu'évoque Anne Roumanoff est beaucoup plus complexe et troublante. Il existe une frontière sémantique et morale étanche entre la réputation d'un homme à femme, d'un séducteur impénitent qui enchaîne les conquêtes amoureuses et la réalité d'infractions graves touchant à l'intégrité des personnes. Confondre les deux, c'est faire preuve d'une immense malhonnêteté intellectuelle. Le milieu du spectacle, comme le grand public, voyait en Patrick Bruel un homme à qui la vie souriait, un charmeur breveté. Personne n'était armé, psychologiquement, pour imaginer que derrière les sourires de façade et la courtoisie des loges de théâtre se dissimulaient des comportements pénalement répréhensibles. Ce que nous analysons ici, c'est ce que les sciences cognitives appellent l'aveuglement sélectif. L'autorité symbolique et le statut de monument national protègent le suspect d'une manière presque surnaturelle. On ne soupçonne pas une légende vivante, on n'enquête pas sur l'icône qui incarne les plus belles pages de la variété française. La politesse constante de l'artiste fonctionnait comme un anesthésiant social. Mais lorsque ce bouclier psychologique se brise, la secousse ne se limite pas à une simple discussion sur les plateaux de télévision. Elle libère une parole brute, longtemps confinée dans l'ombre, et provoque un véritable choc des cultures. Une fracture émotionnelle majeure qui va opposer la sidération douloureuse des aînés à la colère légitime et aux larmes de ceux qui refusent désormais de se taire. C'est cette déflagration intime et intergénérationnelle que nous devons maintenant regarder en face. Ce choc des cultures dont je vous parlais à l'instant s'est matérialisé par des images d'une intensité rare sur nos ondes. Pour notre génération, la confrontation avec cette réalité n'est pas seulement intellectuelle, elle est profondément viscérale. Elle oppose deux époques, deux manières de concevoir le monde, le pouvoir et le respect d'autrui. Et c'est une autre voix, particulièrement émouvante, qui est venue poser des mots sur ce vertige généralisé, celle de la chanteuse Olivia Ruiz. Rappelez-vous son intervention sur les antennes de RTL. Ce jour-là, l'artiste n'a pas simplement livré une analyse froide ou une déclaration convenue. Elle a laissé déborder une émotion brute, s'effondrant en larmes face au micro. À travers ses sanglots, ce n'était pas seulement la détresse d'une femme qui s'exprimait, mais la colère accumulée de toute une nouvelle génération d'artistes qui refusent d'accepter les règles tacites du passé. Olivia Ruiz a pointé du doigt ce qu'elle a qualifié de inertie assourdissante des instances décisionnelles. Elle a brisé la diplomatie des coulisses pour dénoncer le silence institutionnel qui a trop longtemps entouré les cercles du pouvoir symbolique. Pour le public de plus de 50 ans, cette séquence a agi comme un miroir tendu à nos propres silences, à nos propres acceptations d'autrefois. Mais le point de rupture absolue, le moment où le doute raisonnable s'est transformé en un bouleversement intime pour des millions de foyers, s'est produit lorsque le nom de Flavie Flament
est apparue dans les procédures judiciaires. Flavie Flament n'est pas une inconnue. Elle a grandi sous nos yeux, elle a incarné la fraîcheur et le professionnalisme de la télévision française. Lorsqu'elle prend la parole pour évoquer des faits remontant à l'année 1991, alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans, le paradigme change instantanément. Le public ne regarde plus un conflit de cour d'assises entre adultes. Il est renvoyé à sa propre chronologie, à ses propres enfants. Faites ce calcul mental avec moi. En 1991, où étiez-vous ? Que faisiez-vous ? Et surtout, si vous aviez une fille, un proche de cet âge, comment auriez-vous réagi ? C'est précisément là que se situe le pivot psychologique de cette affaire. Pour les spectateurs d'une grande maturité, la nostalgie s'efface instantanément devant l'instinct de protection. L'admiration pour l'artiste s'effondre au moment précis où le fan se transforme dans son fort intérieur en un parent vigilant. Le charme de la chanson « Casser la voix » s'éteint derrière la gravité clinique des dates et des âges cités dans le dossier. Cette fracture intergénérationnelle est complexe. D'un côté, une jeunesse qui exige une transparence absolue et immédiate, quitte à déboulonner les statues du passé. De l'autre, une génération qui observe avec une immense tristesse l'écroulement des repères de sa jeunesse, réalisant que le confort de l'insouciance d'alors s'est parfois construit au détriment de la protection des plus vulnérables. C'est ce deuil d'une époque qui rend la parole d'Anne Roumanoff si précieuse. Elle ne condamne pas avec la virulence de la nouveauté. Elle constate avec la lucidité de l'expérience. Mais cette prise de conscience douloureuse ne marque pas seulement la fin d'une illusion collective. Elle dessine les contours d'une mutation sociologique majeure, un instant de bascule où les rapports de force s'inversent définitivement. Comment cette souffrance s'est-elle transformée en un puissant levier de changement et pourquoi la vérité possède-t-elle désormais un droit de cité historique indéboulonnable ? Nous ne sommes plus face à une simple crise passagère qui s'éteindra avec le prochain cycle médiatique. Ce que nous observons, c'est une véritable révolution des mentalités, un changement de paradigme historique au sein de la culture française. Pendant des décennies, la France a entretenu un rapport presque sacré avec ses artistes. Dans notre pays, le talent a souvent servi de sauf-conduit, une sorte de bouclier invisible qui plaçait les grands créateurs au-dessus des règles ordinaires de la responsabilité morale. C'était l'époque où l'on pardonnait tout au génie, où l'on fermait les yeux sur les écarts de conduite au nom de la liberté artistique. Mais en cette année 2026, ce vieux pacte de complaisance est en train de voler en éclats. C'est ici que l'analyse d'Anne Roumanoff prend une dimension profondément sociologique et politique, dépassant le cas individuel de son ancien confrère. Elle ne se contente pas de déplorer une situation, elle intellectualise le mouvement tectonique qui s'opère sous nos yeux. Dans ses réflexions, elle met en lumière une lueur d'espoir au milieu du chaos symbolique en affirmant que notre société traverse enfin un cap salutaire, une évolution irréversible vers une écoute authentique et une prise en compte réelle de la parole de celles qui ont été trop longtemps confinées au silence. Cette observation est d'une lucidité remarquable. Elle montre que l'autorité a changé de camp. Autrefois, le pouvoir appartenait de manière exclusive à l'institution, à la notoriété, à l'homme influent qui pouvait faire ou défaire une carrière d'un simple froncement de sourcils. Aujourd'hui, l'autorité suprême s'est déplacée vers la force de la vérité. Le prestige symbolique d'un monument national ne suffit plus à intimider la justice ni à paralyser le débat public. La parole n'est plus perçue comme une menace pour l'ordre établi, mais comme le moteur indispensable d'une purification nécessaire de notre espace culturel. Pour notre génération, ce virage est parfois difficile à négocier. Il nous demande d'abandonner certains réflexes de pensée, d'accepter que les structures de pouvoir que nous considérions comme immuables étaient en réalité profondément déséquilibrées. L'attitude d'Anne Roumanoff est exemplaire à cet égard. Elle ne cherche pas à minimiser, elle ne cherche pas à trouver des excuses de circonstance à un homme qu'elle a estimé. Elle prend acte du changement d'époque, elle comprend que la protection des personnes, la dignité et la transparence sont des valeurs non négociables qui doivent l'emporter sur toutes les solidarités de métier. Nous assistons à la chute des privilèges intangibles de la célébrité.
L'industrie du divertissement est sommée de faire son examen de conscience, de nettoyer ses angles morts et de redéfinir ses codes de conduite. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est l'instauration tardive mais nécessaire d'une justice équitable où chaque voix a le droit d'être entendue, peu importe le poids de l'adversaire en face. Mais alors que les illusions s'effacent et que les masques tombent un à un, une dernière question se pose à nous, une question intime qui touche au plus profond de nos consciences de spectateurs. Que devons-nous faire de nos souvenirs ? Comment regarder l'avenir lorsque le passé est ainsi redéfini ? Nous voici arrivés au terme de cette longue et nécessaire réflexion. Devant nous se dresse désormais une question presque philosophique, un dilemme intime qui hante quiconque a aimé les œuvres d'une idole déchue. Que devons-nous faire de notre mémoire ? Que faisons-nous de ces chansons qui ont rythmé nos vies, de ces films qui ont jalonné nos souvenirs, lorsque l'homme qui les a créés est ainsi dépouillé de son prestige moral ? C'est le grand paradoxe de notre époque, et plus particulièrement de notre génération, celle des plus de 50 ans, qui se retrouvent aujourd'hui comptables d'un passé dont les fondations se révèlent fragiles. La posture d'Anne Roumanoff, par sa dignité et sa clarté, nous montre une voie. Elle nous prouve qu'il est possible de regarder l'histoire en face, sans chercher d'excuses, sans céder à la colère aveugle, mais en plaçant la rectitude éthique au-dessus de tout intérêt corporatiste ou sentimental. En qualifiant la situation de réalité atroce, elle a posé un acte de courage intellectuel, elle a accepté de sacrifier le confort de l'illusion pour embrasser l'exigence de la vérité. Elle a refusé de détourner le regard, nous rappelant que le silence face au manquement à la règle est une forme d'acceptation passive que notre société ne peut plus se permettre. Le débat qui s'ouvre en cette année 2026 dépasse la personnalité de Patrick Bruel. Il s'agit du procès d'une certaine conception de la célébrité. La gloire ne peut plus être un espace de non-droit, un territoire d'exception où l'admiration du public servirait de caution à la transgression des normes morales les plus élémentaires. Au contraire, plus le piédestal est haut, plus la responsabilité est immense. Le talent n'est pas un blanc-seing, il est un devoir d'exemplarité. Lorsque ce devoir est bafoué, le contrat de confiance avec le public est rompu de manière irréversible. Mes chers amis, c'est à vous que je souhaite maintenant m'adresser directement. Vous qui avez vécu ces décennies de lumière et d'insouciance, vous qui portez en vous l'héritage culturel de cette époque, comment traversez-vous cette tempête ? Ressentez-vous vous aussi cette dissonance cognitive, cette impression de deuil d'une partie de votre propre jeunesse ? Pensez-vous qu'il soit encore possible, aujourd'hui, de dissocier l'œuvre artistique des actes de son créateur, ou estimez-vous que la rupture est définitivement consommée ? Ce canal existe pour que de telles réflexions puissent être menées avec la hauteur d'esprit, la rigueur et la maturité qu'elles méritent. Votre avis est essentiel à la compréhension de ce tournant historique. C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à partager vos analyses et vos ressentis dans l'espace des commentaires ci-dessous. Échangeons de manière constructive avec le respect et la profondeur qui caractérisent notre communauté. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie, menée sans concession mais avec le souci constant de la nuance et de la rigueur éditoriale, manifestez votre soutien. Un simple pouce bleu sous cette vidéo permet de valoriser ce travail d'investigation psychologique et sociale. Partagez ce contenu avec vos proches, avec ceux qui, comme nous, chercheront à comprendre les bouleversements de notre monde. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer nos prochains rendez-vous avec l'histoire contemporaine et les secrets des grandes figures de notre culture. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre attention et la finesse de vos futures contributions. Prenez soin de vous, de vos proches et restez toujours à l'écoute de la vérité. À très bientôt pour une prochaine analyse.